Bonjour à tous et bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici notre programmation pour l'édition du 23 février. Le plan régional en mobilité durable, la clinique d'impôt bénévole du collectif alimentaire, les nouveaux projets du CJE Option Emploi du Rocher-Percé, des données démographiques favorables pour la Gaspésie, un outil afin de promouvoir le ski adapté. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons commencer avec notre réseau de transport collectif, le Régime, qui a récemment participé à la première rencontre de la table régionale en mobilité durable et collective. Écoutons maintenant Marc Lazanowski, coordonnateur aux opérations à la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-les-Îles, nous en dire davantage. Bonjour Marc. Bonjour. Récemment, il y a eu la première rencontre pour la table régionale en mobilité durable. En quoi ça consistait, cette rencontre-là? Donc ça, c'était une rencontre pour la première fois de réunir plusieurs joueurs dans la mobilité durable ici en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Donc c'est des gens qui sont concernés par la mobilité durable, évidemment, dans le secteur. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'accès à la mobilité durable à l'avenir ici en Gaspésie et aux îles? Avec vous, avec le Régime, là, qui était assis autour de la table? Donc, on a plusieurs partenaires pour commencer et c'est sûr que ça va évoluer aussi. Donc, on a entre autres le ministère de Transport, le ministère de MAMACH, excuse-moi. On a aussi le CI3S qui est impliqué. On a des partenaires du recrutement des MRC de la Gaspésie, de la représentation aussi des îles de la Madeleine. Donc, il y a plusieurs partenaires. Il y a plusieurs autres que je n'ai pas nommés, mais c'est quand même un groupe assez éclectique, mais qui touche plusieurs domaines. C'est quoi les grands défis de la mobilité durable? Ben, on a plusieurs défis ici en Gaspésie et aux îles. Entre autres, on a le fait qu'on est vraiment dispersé. On a une population éparpillée sur un grand territoire qui n'est pas beaucoup de densité de population. Donc, ça donne des enjeux pour la desserte par les transports. On a aussi une question de sensibilisation. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas au courant de nos services, des options de mobilité durable en gros en Gaspésie. Il y a aussi la culture. Donc, on a une culture qui est vraiment plus de 90% du monde qui a une voiture qui se déplace de cette façon-là. Et on veut créer encore plus d'une culture de mobilité durable, en fait. Pourquoi votre projet T-Cité est un exemple inspirant de mobilité durable? Ben, je pense qu'il y a plusieurs raisons. T-Cité, c'est notre offre de voitures électriques en autopartage dans plusieurs municipalités ici. Et je pense que ce qui est intéressant là, ça complémente vraiment notre système de transport collectif parce que notre système de transport collectif ne peut pas aller partout tout le temps. Donc, ça donne beaucoup plus de possibilités en termes des heures de la journée parce que les voitures sont disponibles les soirs et les week-ends. Le transport collectif n'est pas. Il y a aussi le fait qu'avec les voitures électriques, le monde peut se déplacer aux endroits où le transport collectif n'est pas disponible. Et moi, je suis aussi fier qu'on a un tel service qui est offert ici en Gaspésie et aux îles, parce que c'est pas souvent à date qu'on voit des tels services en dehors des grands centres. Donc, le fait qu'on a dans plusieurs municipalités ici la possibilité de prendre une voiture électrique, c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est beaucoup utilisé? Oui, on a finalement, c'est un partenariat avec les municipalités. Donc, il y a beaucoup d'utilisation, surtout par les employés, parce que la plupart des véhicules sont réservés pour les employés des municipalités lors de la journée, avec quelques exceptions qui sont disponibles à 24 heures. Donc, on a beaucoup d'utilisation de ce côté. Dans le public, ça change d'une ville à une autre. Donc, par exemple, ici à Carleton, on a une voiture qui est juste à côté de notre bureau de la Régime. On a plusieurs étudiants qui ont déménagé ici dans notre bâtiment, juste à côté. Donc, ils ont découvert la voiture. Ils l'utilisent souvent pour leur déplacement. Donc, ils peuvent habiter ici sans voiture et quand même réaliser des déplacements, pas juste à pied ou à vélo. Donc, on a des voitures déjà à Gaspé, à Grand-Rivière, à Chandler, à Maria, ici à Carleton et à Cap-aux-Mel aux îles. Avez-vous des projets qui s'en viennent bientôt? Oui, on a bien sûr la table de mobilité qui va se dérouler pendant cette année, mais on a aussi une expansion qui est prévue pour nos vélos, pour nos réseaux de abribus.
éventuellement pour les voitures aussi. On est toujours dans le développement des pôles de mobilité. C'est comme ici à Carleton ou à Chandler, par exemple, où on est dans une seule place à côté, dans ces cas-là, à côté des hôtels de ville, où on a des bornes de recharge électriques, des vélos électriques qui sont disponibles en saison, des voitures électriques qui sont disponibles, des abribus pour le transport collectif. Donc, c'est vraiment un pôle de mobilité. On aimerait vraiment développer encore plus de ces pôles. Surtout, on a un beau projet qui est entamé pour le Cégep de Gaspé, de refaire un peu, c'est en collaboration avec le Cégep, pour refaire la partie qui est juste devant où nos bus arrêtent actuellement. Donc, ça va être un peu plutôt comme un pôle de mobilité avec plusieurs options pour les résidents, les étudiants, tout le monde qui veut se déplacer. Donc, le skibus, on a un couple de services différents pour le skibus. Donc, dans le coin de la baie de Chaleur, on a un trajet tous les samedis ainsi que quelques jours de relâche le mois prochain. Donc, il y a un trajet de Passe-Bébiac jusqu'à Père-Rouge. Il y a un autre trajet de Nouvelle jusqu'à Père-Rouge. Et là, on a aussi un skibus dans le coin de Gaspé, donc ce qui relie Anse-Ouirfond et Rivière-Renard plutôt, et Mont-Berchavez. Et ça, c'est ouvert depuis juste samedi, parce que bien sûr, Berchavez a ouvert juste vendredi dernier. Puis si on veut des informations sur les transports, c'est où qu'on regarde? Tout ça se trouve sur notre site web, donc c'est régime.info. Bien, merci beaucoup des informations. Ça fait plaisir. Merci. Télévague a récemment eu l'opportunité de rencontrer Marie-Claude Ricard, qui est la responsable de la clinique d'impôt bénévole du collectif alimentaire situé à Passepébiac. Dans le cadre de cette rencontre, elle nous a fourni des précieuses informations sur les détails importants de la clinique d'impôt qui débutera le 25 février prochain. Marie-Claude, votre clinique d'impôt bénévole, là, ça va fonctionner comment cette année? Bien, comme à chaque année, dans le fond, les gens appellent. À partir du 25 février, ils vont pouvoir appeler. Nous, moi, je rencontre les gens dans le bureau. C'est privé. Les documents, tout est vraiment là, sécurisé par personne. Puis, moi, je rencontre les gens dans le bureau les mardis et les jeudis. Il faut prendre rendez-vous en avance avec tous les documents en main. Puis, les personnes qui peuvent avoir accès à ce qu'on appelle les impôts bénévoles, parce que ce sont des bénévoles qui font l'impôt. Moi, je fais juste prendre les questions, poser des questions de base pour aider les bénévoles à être capables de remplir les documents d'impôt. Les gens qui peuvent avoir accès à l'impôt bénévole, c'est des gens qui gagnent moins que 35 000 par année ou une famille 45 000. S'ils ont des enfants, je pense que c'est 2 000 par enfant aussi de plus. Donc, il faut regarder vos revenus au complet. Puis, il faut que ce soit des rapports d'impôt simples. Si ça peut pas être pour une personne qui est décédée ou une personne qui a fait faillite, si vous avez fait des gains en capital, donc vous avez fait bien de l'argent à la bourse, là, puis vous avez ressorti votre argent, mais on peut malheureusement pas vous faire. Puis si vous avez vendu une résidence ou un terrain aussi, on peut pas. Il y a vraiment les limites, puis malheureusement les travailleurs autonomes non plus. Pouvez-vous nous faire un petit rappel sur les papiers qu'on doit avoir en main? Oui, bien, ça prend le T4 et le relevé 1, qui est le revenu, dans le fond, du gouvernement, qui est écrit aussi l'impôt que vous avez payé. On a besoin de ça. Si vous avez fait du chômage, c'est le T4E. Si vous avez reçu de l'assurance sociale, de l'aide sociale, c'est le relevé 5. Fait que le régime des rentes, la pension de vieillesse, tout l'argent que vous avez reçu dans l'année, là, ce qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les bénévoles, c'est le relevé, la cotisation fédérale et provinciale de l'année d'avant. Parce que là-dedans, c'est écrit, mettons, que vous étiez une personne handicapée, des preuves à montrer, les choses sont déjà là. Donc, ça aide, ça va beaucoup plus vite pour les bénévoles. Puis plus que c'est rapide pour les bénévoles, plus de gens qu'on peut prendre. Donc, ça vous prend aussi, si vous êtes locataire, votre relevé 31. Si vous ne l'avez pas, mais vous perdez des sous là-dedans. Puis les propriétaires, c'est le compte de taxes municipales et scolaires que vous devez avoir. Les reçus pour les dons, les médicaments, les lunettes, les dents, tout ça, amenez vos reçus. Aussi, si vous êtes une personne de 70 ans et plus, vous pouvez avoir droit au maintien à domicile. Donc, les petits plats givrés, entretien chaleur, pas trop lente, des choses comme ça. Amenez vos reçus. L'entretien de la maison aussi, je pense. Hein? Oui, l'entretien de la maison, ouverture de la cour, ouverture, mais ça prend des factures. Des factures, oui. Fait que si la personne qui ouvre la cour, elle vous donne une facture, amenez ça. Ben oui,
Oui, on va chercher tout ce qu'on peut. L'impôt doit être terminé, doit être fait avant la fin avril, avant le 30 ou 31 avril. Fait que nous, la semaine d'avant, là, on termine. Puis, ce qui est important pour l'impôt, c'est que soyez pas trop tard. Parce que si vous devez payer de l'impôt, vous devez la payer avant le 30 avril. Ça veut dire, si vous venez nous voir le 29, puis on fait votre rapport, puis on vous dit que vous devez payer 500 $ après, bien, vous allez commencer à payer des intérêts. On veut pas ça non plus. Hein? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, de bénévoles, qui font les impôts ici? Actuellement, on a 2 bénévoles. Puis, 2, puis j'inclus même une 3e bénévole, mais là, on fait Bonaventure et Avignon. Fait que tout ensemble, pour 3 bénévoles, ce qui est très peu. Donc, on réussit à le faire, mais on est limité dans Avignon, c'est très limité. Donc, s'il y a des gens que vous connaissez qui aiment ça faire l'impôt, puis qui l'a déjà fait, pas besoin d'être un professionnel là-dedans, là. Juste quelqu'un qui l'a déjà fait pour lui, pour sa famille, pour ses amis, pour le plaisir, parce que il y a du monde qui aime ça, jouer dans les chiffres, puis aller chercher le plus possible pour aller s'en sauver, puis aller sauver des sous le plus possible. Ben, quelqu'un qui aime ça, ben, on a besoin de bénévoles. C'est sûr que pour cette année, il est trop tard. Il faut que la personne vienne nous voir durant l'année, puis c'est à partir du mois d'octobre que là, on inscrit la personne au gouvernement parce qu'il y a des recherches, puisqu'on a des chiffres sensibles, on a des informations sensibles sur les personnes. C'est sûr que les gens qui font l'impôt ont des recherches, il y a des recherches qui sont faites sur ces personnes-là pour s'assurer que ça soit des bonnes personnes. OK, puis on vous contacte ici au collectif alimentaire? Oui. Vous appelez au collectif alimentaire, puis vous demandez pour Marc-Claude, puis ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans, là. Donc, vous appelez 752-5010, 752-5010, vous appelez au collectif alimentaire. Fait que pour prendre rendez-vous pour votre impôt, vous appelez le 25. Pas avant, on va vous renvoyer le 25. Vous prenez le 25, ayez vos papiers en main, puis ce qui est super important, c'est d'écrire la date et l'heure de votre rendez-vous pour arriver 5 minutes d'avance. Vous avez des documents signés avant de me rencontrer. Puis d'être présent, c'est ça qui est important. Si vous venez pas, bien vous venez d'empêcher une personne de venir. Puis après ça, tout se boucle, fait que vous pourrez plus venir. Il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de besoins. On fait aussi l'impôt des nouveaux arrivants. Il y a de plus de nouveaux arrivants aussi. Il faut qu'ils comprennent un peu notre fonctionnement, comment on fonctionne ici. Ouais. Puis l'importance de faire son impôt, là, on n'aura pas de retour de TPS, TVQ, on n'aura pas d'allocation familiale. Quelqu'un qui est sur le bien-être peut se faire couper le bien-être. Quelqu'un qui vit dans un HLM doit faire son impôt. Fait qu'il y a plein de raisons positives de faire son impôt, en plus de participer à la société. Là, je veux dire, c'est avec ça qu'ils réparent les routes, puis qu'on peut aller à l'hôpital. C'est sûr qu'il y a plein de critiques, mais en même temps, on a ça. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a grâce à ça. Ben, je te remercie beaucoup, Marc-Claude. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et puis, bonne saison de l'impôt. Isabelle Millet, intervenante au CJA Option Emploi du Rocher-Percé, présente les nouveaux projets élaborés pour répondre aux besoins croissants et diversifiés de la population. Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est quoi votre emploi au CJA Option Emploi du Rocher-Percé? Moi, je suis intervenante jeunesse, mais je m'occupe aussi du volet volontariat, bénévolat et entrepreneuriat. Vous avez des nouveaux projets ici au CJA. Il y en a un, ça s'appelle un projet de gaming. En quoi ça consiste? Le comité gaming, ça a commencé avec 6 jeunes qui voulaient socialiser, sortir de chez eux autour des jeux vidéo. Puis autour de ça, on essaie de créer des projets, des sorties. Là, en ce moment, ils veulent participer à un tournoi. OK. Puis ça, ils se réunissent ici après l'école? Oui, on fait ça après l'école parce qu'il y en a qui vont encore à l'école. Puis c'est une fois ou 2 semaines. Quelques jeunes qui voulaient se partir un projet de streaming, c'est quoi ça? Oui, ben le streaming, grosso modo, c'est sur la plateforme Twitch. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils se filment en même temps qu'ils jouent pour se faire connaître, puis pour leur opinion autour des jeux. Les jeunes là, qui sont moins intéressés aux jeux de vidéo, là, est-ce qu'ils peuvent... avez-vous d'autres choses pour eux autres? Oui, ce qu'on fait beaucoup ici, c'est qu'on fonctionne avec le besoin des jeunes. On part du besoin des jeunes. Donc, les jeunes viennent nous voir avec des projets, puis nous, on les aide à les mettre en place. Comme on a des jeunes qui nous ont approchés pour faire une partie de Donjons et Dragons.
Et donc, depuis, on fait une partie de Donjons et Dragons avec eux. Fait que c'est sûr qu'il faut que les jeunes viennent nous voir, qu'ils nous présentent une envie, puis à partir de là, on peut construire. Mais sinon, pendant le comité gaming, certains se lassent de jouer à des jeux vidéo, puis on a aussi plein de jeux de société. Le projet d'écriture, le grand projet d'écriture, oui. En fait, le CGE ça fait 4 ans qu'il participe à un tome de recueil inter-CGE. Oui. Fait qu'on est parti de là. Puis le recueil est fini. On a reçu des textes, on les a aidés avec ça. Et maintenant, on pousse ça plus loin. Fait que c'est des jeunes adultes. Et ce qu'on fait avec eux, c'est on fait des ateliers créatifs, on rencontre des professionnels du milieu, comme des écrivains, des écrivaines, même des maisons d'édition. Okay. Puis on essaie de... Il n'y a pas de promesse de publication avec ça, mais c'est ce qu'on veut faire avec eux, c'est les outiller. Comme s'ils veulent, ils vont pouvoir connaître les étapes pour se lancer dans le milieu littéraire. Mais est-ce que le recueil peut-être va être publié? Y a-t-il des chances? Ah oui, le recueil, c'est sûr qu'il est publié. Là. Okay. Il est déjà, on fait les corrections, ça va être envoyé à l'impression. On va organiser un lancement justement avec notre groupe d'écriture pour qu'ils vivent l'organisation d'un lancement. Ouais. C'est super. Vous êtes doté d'un appareil à sublimation. C'est quoi ça? Un appareil de sublimation, ça permet d'imprimer une image sur du tissu, donc des chandails, des tuques, des casquettes, mais aussi sur des tasses ou des verres. Ce qui permet aux participants, s'ils ont un projet, de publiciser leur projet de cette façon-là, en faisant de la merch. Ou sinon, ben, c'est juste que ils peuvent personnaliser des morceaux de vêtements avec leur art. C'est surtout pour faire découvrir l'outil. Et est-ce que vous l'utilisez fréquemment? Selon les projets. Récemment, vous avez fait un sondage auprès des jeunes. C'était quoi? On a fait un sondage à la population en général parce que le CGE ne s'arrête pas à 18 ans. On fait du 12 accueil universel, donc sans fin, sans fin d'âge. Puis ce qu'on a fait, c'est on a passé un sondage pour planifier notre planification stratégique, pour voir ce que les préoccupations de la population, mais aussi leurs envies, leurs besoins, puis essayer d'adapter notre mission autour de ça. En ce moment, il y a un autre sondage celui dont je vous ai parlé, c'était juste pour notre CGE, mais il y a un sondage national CGE qui s'appelle Ma Voix compte. Tout le monde peut participer, il y a des gros prix à gagner. Et ce sondage-là, c'est pour l'ensemble des CGE, un peu les mêmes choses que j'ai nommées. Les besoins, les préoccupations de la population. J'invite la population à se sentir à l'aise de nous contacter s'ils ont un projet qu'ils ont envie de mettre sur pied. Bien, merci. Merci à vous. Voici les résultats démographiques de la région gaspésienne, présentés par Danick O'Connor, le directeur de la stratégie de l'organisation Vive en Gaspésie. Les chiffres révèlent des tendances intéressantes et significatives qui méritent notre attention. Ces données précieuses nous aident à mieux comprendre les dynamiques de la population et des enjeux auxquels elle fait face. Alors, bonjour Danick. Bonjour. Est-ce que l'on pourrait en savoir en quoi ça consiste le mandat de votre organisme Vive en Gaspésie? Vive en Gaspésie, le mandat principal, c'est d'aider à ce que la population, qu'il y ait une croissance démographique au cours des années à venir et celles qu'on vit présentement. Donc, on a différents volets. Le volet de l'attraction, donc notre rôle, c'est d'attirer des gens, de la main-d'œuvre, des entrepreneurs vers la Gaspésie, parce qu'il faut savoir qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans la région depuis plusieurs années. Et en plus, là, on vit des moments très positifs là, avec une croissance de la population, mais pendant très longtemps, la Gaspésie a été en décroissance de population. Donc, notre mandat, c'est ça. C'est de faire en sorte d'augmenter la population, d'attirer des gens, sinon de bien les accueillir et les intégrer. Donc, on a différentes actions pour faire ça. Puis, pour faire une valorisation aussi de la région, on est très présent dans les écoles pour aller rencontrer les jeunes, stimuler leur sentiment d'appartenance, puis faire en sorte que les jeunes connaissent bien les possibilités de la région, autant en termes de qualité de vie que pour tous les emplois qui vont être disponibles dans les prochaines années. OK. Selon les données démographiques rendues publiques récemment, comment la Gaspésie s'est démarquée?
On s'est démarqué positivement, là. Ça fait une huitième année consécutive avec un sol migratoire positif. Ça Mhm. veut dire qu'il y a plus de gens qui viennent s'établir dans la région qu'il y en a qui quittent la région. On est OK. la seule région dite éloignée qui a réussi ça là, au cours des 8 dernières années, là. C'est la plus longue période. Et donc, c'était le cas avant la pandémie. Durant la pandémie, ça a été encore plus grand, ça a été un catalyseur. Et depuis 2 ans, on attendait de voir un peu ça allait être quoi les effets. Une fois que l'effet de la pandémie est passé, là, ça allait être quoi notre réalité. Puis là, on se rend compte depuis 2 ans qu'on continue à avoir des sols migratoires très positifs, plus 300 et quelques l'année dernière, plus 437 cette année. Et en plus de ça, la population de la Gaspésie a augmenté au cours des 4 dernières années d'à peu près 2000 personnes. Ça, en fait, là, c'est formidable parce qu'il n'y a pas un démographe à travers le Québec qui avait prévu qu'on allait vivre une augmentation de la population dans les années en cours. Donc, on déjoue les pronostics de tout le monde présentement. OK. Puis est-ce que ces données-là, positives, là, c'est dans toutes les MRC de la Gaspésie? Oui, toutes les OK. MRC, ça fait 2 ou 3 ans, là, toutes les MRC ont des sols migratoires positifs, quand même assez intéressant, dans presque toutes les tranches d'âge de la population aussi. OK. Le sol migratoire est négatif là, auprès des 15-24 ans, mais là, on parle ça a toujours été, là, on parle des jeunes qui partent pour les études, surtout postsecondaires. Et il y a eu une augmentation quand même incroyable à ce niveau-là parce que si on revient, admettons, 20 ans en arrière, là, en 2005, il y avait 10% de ces jeunes-là qui quittaient la région à chaque année. C'est quand même beaucoup, là. On Mhm. parlait de 500-600 jeunes qui quittaient la région. Et cette année, on est tombé de moitié, c'est-à-dire que 5% des jeunes ont quitté la région. Puis on parle de 150 jeunes à peu près, là, 200 jeunes. Donc, il y a une grosse, grosse, grosse amélioration à ce niveau-là aussi, là. Fait que toutes les MRC, pas mal toutes les tranches d'âge, fait que ça donne des résultats, en tout cas pour nous, là, c'est un bulletin vraiment très positif. Mais d'après vous, là, ça serait quoi les causes de l'augmentation de la population en Gaspésie? Ben, en premier lieu, la qualité de vie de la région en tant que telle, la région est attirante, premièrement, là, donc les gens sont intéressés à venir vivre ici à cause de ben, ce qui nous est dit là, dans les sondages qu'on réalise. C'est sûr que la qualité de vie rentre en ligne de compte, la proximité de la nature, de pouvoir faire des sports. Fait que ça, la qualité de vie en tant que telle, déjà, ça attire les gens. Mais est-ce qu'il y aurait encore des enjeux à améliorer? Ben, c'est sûr que l'enjeu de l'habitation demeure là, on le Mm. sait, là. Même s'il y a beaucoup de travail qui est fait, là, nous, on siège sur différents comités par rapport à l'habitation, puis on le voit là, dans ces rencontres-là qu'il y a vraiment beaucoup de travail là. Puis il y a des constructions qui se font. Maintenant, il en manque encore là, plusieurs centaines de logements dans chacune des MRC. Fait que c'est un frein, mais c'est un frein pour la Gaspésie comme partout ailleurs au Québec. Tout le monde a cet enjeu-là. Mhm. Et ben, on pourrait en attirer un peu plus que ce qu'on attire là si on n'avait aucun problème au niveau du logement et de l'habitation. Ça, c'est pas mal le plus gros enjeu au moment où on se parle. OK. Mais je vous remercie beaucoup, Danick, pour les informations. Ben, c'est un plaisir. Le ski adapté connaît un regain de popularité en Gaspésie. Luce Thériault, conseillère en loisirs à l'URLS Gym, nous en dit plus sur ce sport inclusif qui offre une expérience unique à chaque participant. L'URLS Gaspésie-les-Îles sont là pour vous faire bouger. Dans quel département vous êtes en charge ici? Moi, je suis conseillère en loisirs pour tout ce qui est le loisir pour les personnes handicapées, tout ce qui est loisirs et sport inclusif. C'est quoi le guide que vous avez créé pour les centres de ski? Il y a 4 centres de ski en Gaspésie qui offrent le ski adapté et l'idée, c'était de créer un guide pour accompagner les centres de ski dans leur offre. Ils ont des équipements, ils ont des personnes qui sont formées comme chauffeurs de tandem ski, puis c'est toutes les étapes pour bien faire connaître leur service. Donc, on parle beaucoup de promotion aussi du ski adapté dans le guide. Donc, c'est un outil avec un aide-mémoire pour bien promouvoir l'offre de service. Ici, en Gaspésie, est-ce qu'il y en a dans tous les centres de ski?
On en a 4 qui l'ont. Donc, du côté sud, on a le Petit Chamonix à Matapédia. On a la station touristique Pin-Rouge à New Richmond. On a le Mont Béchervaise à Gaspé. Et on a le Mont Miller à Murdochville. Donc, ces stations de ski ont un équipement, minimalement le tandem ski. Donc, le tandem ski, c'est un fauteuil avec 2 skis en dessous sur lequel on a un chauffeur derrière nous. La personne à mobilité réduite s'assoit dans le tandem et se laisse porter. Le sentiment de glisse est le même que si on faisait du ski, mais là, on est 2 à faire l'activité. Donc, les 4 centres de ski ont l'équipement. Puis, il y a 3 centres de ski qui ont des pilotes, des chauffeurs de tandem ski qui sont formés et habilités pour conduire l'appareil. Est-ce qu'il y en a plusieurs chauffeurs de tandem ski ou vous en avez besoin de plus? Il y a toujours moyen d'avoir plus de chauffeurs, mais il y a des petites équipes de chauffeurs dans chacune des stations. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui partent, qui reviennent. Donc, aux 2 ans, on tente d'organiser une formation pour avoir de nouveaux chauffeurs de tandem ski. Mais si on veut faire du ski adapté, on appelle la station de ski, on s'informe, on donne sa disponibilité. J'aimerais y aller vendredi, telle date. Est-ce qu'il y aurait un chauffeur de disponible? Ensuite, l'école de ski appelle ses moniteurs pour vérifier la disponibilité et on peut faire une réservation. C'est-tu dispendieux, un équipement comme ça de ski adapté? Un tandem ski, c'est très cher. C'est un équipement qui vient d'Europe, ça vient de France. C'est Tessier, là, les tandem ski. Puis même les nouveaux modèles, on l'appelle le tandem flex. Il y en a un à Matapédia et un au Mont Miller. Les autres centres de ski, Béchervaise et Pin-Rouge, c'est des tandem ski plus vieux, mais qui fonctionnent encore très bien. Mais ça reste des équipements très coûteux, donc on peut pas s'acheter ces équipements-là, mais il y a eu des programmes financiers pour aider à l'acquisition. Mais pour en faire, si on veut faire du tandem ski, c'est pas très cher non plus, ça reste accessible. En fait, il y a une tarification dans chacun des stations de ski. Mais ouais, je veux pas m'avancer sur le prix, des fois ça peut être différent, mais c'est moins cher qu'un billet de ski régulier. Donc, ça revient, vu qu'on fait une activité peut-être 1 heure ou maximum 2 heures, puis on a un service inclus qui est un chauffeur, donc ça reste très abordable. Ça serait quoi les défis d'une personne handicapée de faire du ski adapté? Bien, parfois, la personne qui voudrait essayer le tandem ski a déjà fait du ski par le passé. Peut-être suite à un accident, elle peut plus faire de ski, donc elle peut revivre ces sensations-là. Donc, on a l'association TCC-AVC, par exemple, qui vont faire du ski à chaque année au centre de ski de la station de ski à Pin-Rouge et ils revivent une expérience qu'ils ont peut-être déjà vécue. Donc là, on tombe dans ce qui était déjà connu, mais il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des problèmes de mobilité ou qui n'ont pas la capacité physique de le faire, qui l'ont jamais vécu, et ils découvrent le sentiment de glisse. Donc, le défi, c'est de se laisser aller dans un nouveau loisir qui peut être partagé. Ça peut être une activité familiale aussi. Si les frères, sœurs, parents font du ski, bien là, ça permet à toute la famille de participer en embarquant dans le tandem ski. Est-ce que le ski adapté prend en popularité au cours des dernières années? Il y a eu un creux là, dans les années 2010 à 2020, mais depuis 2020, on a relancé le tandem ski. Il y avait des équipements, mais ils n'étaient pas utilisés. Il n'y avait pas de chauffeur de tandem ski. Donc, c'est un Francis Garneau-Gérard qui a retrouvé des poussiérés, des équipements au Petit Chamonix à Matapédia, qui a contacté l'URLS pour qu'on organise une grosse formation. Puis depuis, on a pris connaissance qu'il y avait du tandem ski à Pin-Rouge. Il y avait un moniteur qui était là, un chauffeur qui était là, tout ça depuis plusieurs années. Donc, il y a des gens qui se sont ajoutés à lui pour chauffer. À Gaspé, ils ont développé le service. À Murdochville aussi. Donc, depuis les 5 dernières années, ça bouge là, beaucoup en tandem ski puis en ski adapté en Gaspésie. Cet hiver, une seule personne est en formation pour devenir accompagnateur de ski adapté en Gaspésie. Cependant, les centres de ski font des efforts pour développer ce sport inclusif. À la station Pin-Rouge, il en coûte seulement 22 $ de l'heure ou 33 $ pour 2 heures afin d'offrir des descentes intenses et sécuritaires avec un accompagnateur qui s'ajuste à votre rythme. Ce service est tout inclus. De plus, les personnes handicapées détentrices de la carte accompagnement loisirs peuvent offrir gratuitement un billet de ski à leur accompagnateur et ce, dans tous les centres de ski de la Gaspésie. Cette carte vise à favoriser l'inclusion et à réduire les barrières financières, encourageant ainsi les familles à découvrir le ski ensemble. Le ski, c'est tellement un beau sport. En plus, ça se partage à 2. Là, on vient d'avoir plein de neige. C'est l'occasion de profiter des joies d'hiver. L'hiver, c'est court ou c'est long selon, mais si on est bien occupé, on l'apprécie. Donc, c'est vraiment une activité à essayer, à découvrir ou à redécouvrir si on l'a déjà vécu. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.
Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 23 février. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!